Donc, chers tous, je vous remercie d'être présents. Pour ceux qui sont effectivement au CNB ou ceux qui sont connectés, j'ai le plaisir pour le CNB d'ouvrir ce colloque qui a lieu pour la première fois le jour de la Journée nationale de l'accès au droit qui a lieu régulièrement tous les 24 mai depuis 2018. L'accès au droit est une préoccupation majeure de la profession d'avocat, de par son serment, mais aussi parce que la profession est structurée, je dirais, de cette manière. Et cette préoccupation existe bien avant que les CDAD n'existent et bien avant que les avocats soient indemnisés au titre de l'aide juridictionnelle ou avant de l'aide judiciaire. Les avocats font beaucoup pour l'accès au droit. Certains peuvent penser qu'ils en font trop. C'est un débat, c'est une question qui traverse la profession. En tout cas, le CNB et la commission accès au droit souhaitent que soient mis en place des dispositifs qui permettent à toute personne qui comparaît devant un justiciable, devant un OPJ, ou devant un magistrat, d'être assisté d'un avocat, quel que soit son niveau de revenu. Et c'est un souhait qui aujourd'hui progresse, mais qui n'est pas atteint encore. Et c'est une de nos préoccupations majeures. Donc, comment peut-on faire pour aboutir exactement à ce résultat? C'est le sujet de notre colloque d'aujourd'hui. Nous avons connu la crise Covid qui a modifié un petit peu le panorama de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit. Les difficultés économiques existent, ce qui fait que l'aide juridictionnelle et l'accès au droit revêtent une importance d'autant plus importante. 32 ans de la loi de 1991, 2 ans et demi du décret du 28 décembre 2020, l'importance de ce colloque aujourd'hui pour dresser des bilans et aussi réfléchir aux perspectives et aux améliorations possibles. Nous avons prévu un colloque avec des regards croisés, puisque chaque table ronde comprendra des membres du ministère, plus précisément du SADJAV, mais également des membres de la conférence des bâtonniers, du CNB, du barreau de Paris et de l'UNCA. 3 tables rondes sont prévues. Une table ronde dédiée aux décennies d'aide juridictionnelle, quel bilan et quelle perspective. Une seconde table ronde sur l'indemnisation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Et enfin, une 3e table ronde, faut-il repenser l'accès au droit? Pour débuter, nous allons débuter par une discussion avec 3 parlementaires. 2 d'entre eux seront en visioconférence et l'une d'entre elles nous fait l'honneur de sa présence. Nous allons pouvoir lui demander de nous rejoindre et attendre que nos parlementaires se connectent. Alors, pour l'instant, nous avons Monsieur Giovanni William, qui est avocat et qui est aujourd'hui député GDR, Gauche démocratique républicaine de la Martinique. Il est connecté en visioconférence. Et nous avons également à nos côtés Madame Sarah Tanzili, qui est députée Renaissance du Rhône et qui est également rapporteure pour avis du budget Justice et accès au droit du PLF pour 2023. Peut-être que tu peux nous dresser une présentation? Alors, va se connecter tout à l'heure Philippe Gosselin. Je vais vous le présenter puisque lui, il peut, je pense, se passer aisément de sa propre présentation. Il est donc député LR de la Manche depuis 2017. Il est député de la circonscription d'à côté de chez moi, donc on est voisins, si je puis dire. Et il est secrétaire de l'Assemblée nationale depuis 2022 et vice-président de la commission des lois. À ce titre, il a travaillé sur la justice. Il est quasiment de tous les travaux sur la justice, avec notamment une participation active aux 2 rapports de 2011 et 2019, le dernier avec Naïma Mouchou, pour favoriser l'accès au droit et à la justice. Donc, ils vont se connecter tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs les députés, j'avais une question à vous poser. Tous les 3, vous êtes préoccupés et nous nous en félicitons des questions de justice et des questions d'accès au droit. Donc, on peut en déduire peut-être rapidement que c'est un sujet transpartisan. Et en tout cas, si c'est le cas, ça nous satisfait. Pour autant, les rapports de la CEPEJ se suivent et malheureusement se ressemblent tous. La France, qui est un des 44 États que compte le Conseil de l'Europe, reste toujours en queue de peloton parmi les pays qui ont un PIB similaire.
quant à son investissement en matière de justice et en matière d'accès au droit. Et quand on remonte tous les rapports de la CPEJ, on est toujours au même résultat. Alors, pouvez-vous nous expliquer ou nous donner votre sentiment sur cette situation? Comment, en qualité de parlementaire d'une grande démocratie comme la France, vous pouvez accepter cette situation et comment, à votre sens, on est susceptible d'y remédier? Bonjour. Écoutez, je tenais d'abord à vous remercier pour l'organisation de ce colloque sur ce sujet qui, comme vous l'avez dit, compte pour moi et pour les parlementaires qui sont réunis, mais je crois que c'est également un sujet qui compte pour les justiciables. Et je crois que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, c'est un retour qu'on a sur le terrain, en circonscription, la nécessité de permettre à nos concitoyens, à nos concitoyennes, d'accéder aux droits, à la connaissance, mais également aux droits en action, j'ai envie de dire, et donc à la justice. Et incontestablement, le bilan que vous faites et je crois partagé par tous les parlementaires qui traitent de ce sujet-là. Effectivement, le budget de la justice est depuis plusieurs décennies à la corde. Et la première nécessité, c'était bien évidemment de revaloriser ce budget. Alors, je crois que depuis 2017, il y a des efforts importants qui ont été réalisés en la matière. Entre 2017 et 2023, il y a eu une augmentation de 40% du budget. Et vous l'avez dit, en réalité, il y a eu tellement de retard accumulé par rapport aux autres grands pays européens auxquels la France peut se comparer, que ces efforts qui ont déjà été réalisés, finalement, ils ont été rapidement absorbés par le retard qui avait été accumulé et la nécessité de renforcer les moyens et la réactivité de la justice, en particulier sur des contentieux qui ont fait l'objet d'une mise en visibilité plus importante que d'autres, et je pense notamment aux contentieux sur les violences intrafamiliales, sur lesquels j'avais justement fait réaliser mon rapport thématique au moment de la réalisation du rapport sur la mission justice du PLF 2023. Et donc, je crois qu'un des premiers points qui est essentiel aujourd'hui, si on veut continuer à renforcer l'accès aux droits de nos justiciables, c'est de renforcer les moyens de l'administration judiciaire. Et donc, l'effort qui a déjà été consenti depuis 2017, il va se prolonger. Il va se prolonger jusqu'au terme de ce quinquennat pour atteindre un budget qui va arriver grosso modo à 11 milliards d'euros et qui va permettre en particulier de renforcer les moyens humains de la justice avec des embauches conséquentes. Ça a commencé, vous le savez, ça prend du temps de former des magistrats, de former des greffiers, de former du personnel de justice. Et donc, on part sur 1500 magistrats, 1500 greffiers supplémentaires au terme de ce quinquennat. Et je suis convaincue que c'est un des premiers points sur lesquels il convient de travailler. Et je laisserai peut-être mes collègues compléter. Mais je pense qu'un des éléments également fondamentaux, si on souhaite renforcer l'accès au droit, c'est peut-être faire évoluer les pratiques vers notamment un contentieux qui laisserait plutôt la place à l'amiable et à la médiation et qui va permettre également d'accélérer la gestion des dossiers qui sont soumis à la justice. Merci Madame Tondili, c'est effectivement un sujet fondamental et d'actualité, la question des mardes. Ce que je vous propose du fait des contraintes de Monsieur Gosselin, c'est peut-être lui passer la parole tout de suite et on reviendra sur les différents éléments que vous avez abordés tout à l'heure. Monsieur Philippe Gosselin, est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Alors, nous avons des petits aléas du direct, un petit problème de connexion.
Donc peut-être que Bénédicte, tu veux rebondir sur ce que Madame Tondili disait. Oui, oui, vous évoquiez les violences intrafamiliales. Le rapport de la mission ministérielle qui a été déposé lundi dernier par Émilie Chandler et Dominique Verrien préconise l'indemnisation des avocats lorsqu'ils assistent une victime devant les OPJ, justement, qui est une de nos préoccupations. On sait, pour avoir des liens fréquents avec le SADJAV, que il y a un obstacle budgétaire, enfin, on voit bien qu'il y a un obstacle budgétaire qui est dans l'air, je dirais, au-dessus de cette préconisation. Est-ce que le fait que ça figure dans ce rapport, que ce soit déposé, est-ce que pour vous, ça va débloquer la situation et qu'il y aura effectivement un budget qui sera affecté à ce poste-là? Alors, écoutez, j'ai effectivement pris connaissance. Alors, vous le savez, il est arrivé, il a été publié très, très récemment, ce rapport. Donc, j'ai pris connaissance notamment de cette préconisation. Et je pense qu'il était important, en tout cas, que les parlementaires que nous sommes l'ancrent de façon officielle. C'était une nécessité. Après, je fais partie de ceux qui, avec mes collègues, et notamment Émilie Chandler, qui est également membre de la commission des lois, qui allons militer pour que ce soit possible, mais je ne peux encore pas tout à fait m'engager, étant donné le délai relativement bref entre la publication du rapport et l'organisation de ce colloque. Et évidemment, on n'imagine pas que ça dépend de votre volonté, ce qui est très dommage, parce que sinon, ça arrangerait notre situation. Mais globalement, dans un système de fonctionnement, est-ce que le fait que c'est une des mesures phares, je dirais, de ce rapport, est-ce que ce mode de procédé peut en général débloquer un certain nombre de choses? C'était plutôt une question générale, c'est-à-dire qu'il y a des projecteurs qui sont mis sur notamment l'indemnisation des avocats, puisqu'on fait l'objet d'une table ronde cet après-midi, mais elle est problématique. Les avocats supportent 40% de leurs coûts quand même à l'aide juridictionnelle. Donc, ce rapport met l'accent dessus. Et donc, ma question était un peu générale pour vous, mais aussi pour vos collègues. C'est est-ce que quand un rapport parlementaire remis à un ministre préconise de manière active, je dirais, un certain nombre de choses, est-ce que ça permet effectivement de débloquer des verrous économiques? C'était une question peut-être plus générale. Écoutez, je vous dirais que ça aide considérablement le ministre pour gagner ses arbitrages. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'on a quand même… on va peut-être laisser la parole à M. Gosselin. Bonjour, je suis désolé, je vous rejoins tardivement et je vais vous quitter rapidement parce que j'ai une réunion qui n'était pas du tout prévue, une réunion, on va dire, disciplinaire à 9h30. Et donc, je vous prie de bien vouloir excuser cette intermittence. En tout cas, merci de vous intéresser, mais vous êtes au cœur du réacteur à ce sujet de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle. C'est un vrai sujet de préoccupation pour l'Assemblée nationale et pour la commission des lois en particulier. Ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet. J'avais déjà commis un rapport avec Georges-Paul Langevin en 2011 sur le sujet, sur l'accès au droit et à la justice. On a poursuivi avec un peu un droit de suite avec Naïma Moutchou en 2019 avec une des propositions dans le cadre de la réforme de l'aide juridictionnelle, une exigence démocratique pour améliorer l'accès au droit et à la justice. Et je vous entendais, Madame la Présidente, Maître Mast, tout à l'heure évoquer notre place un peu délicate en Europe. Et c'est vrai que la justice française est en difficulté en Europe. On n'a pas une place évidemment brillante, même si je dois reconnaître, et je ne veux pas être mauvais garçon, je dois reconnaître les efforts qui sont faits ces dernières années. On attend avec aussi impatience l'examen des textes dans les jours et les petites semaines qui viennent sur les suites, les conséquences des États généraux. Je sais qu'il y a un certain nombre de sujets qui fâchent le CNB, ou en tout cas qui interpellent, comme on dit.
Mais je voulais rappeler peut-être en quelques mots la nécessité d'améliorer encore et encore l'accès au droit. Parce qu'on a l'impression un petit peu de Sisyphe, si vous voulez, et son rocher. En 2011, on partageait avec beaucoup de collègues sur tous les bancs le constat d'une justice qui était en difficulté, d'une aide juridictionnelle qui était un peu indigente. On a pu faire à nouveau le même constat en 2019 et pourtant il y a eu entre deux un certain nombre de réformes. Vous le savez, la loi de finances pour 2020 avait alors très modestement sans doute revalorisé les UV, ça c'est un premier point, mais au-delà de ça, on avait une unité davantage, sans doute des critères retenus dans les différents badges qui permettaient finalement un accès facilité. C'est aussi en 2016 l'augmentation du plafond des revenus qui ont entraîné aussi une augmentation du recours à l'aide juridictionnelle et donc aussi à l'accès au droit. Mais on en reste finalement très souvent à des demi-mesures. Et même si en 10 ans, on a quasiment un doublement des sommes consacrées à l'accès au droit et à l'aide juridictionnelle, en réalité, on reste toujours submergé. Aujourd'hui, il y a plus d'1,2 million de demandes et il y a la petite parenthèse évidemment de l'année 2020 avec le Covid, mais on est reparti à la hausse sans que pour autant les moyens soient là. Alors, j'aurais tendance à dire que le système français est peut-être un peu, sans doute, victime de son succès. C'est un système qui n'a pas toujours d'équivalent dans d'autres États de l'Union européenne, mais si les causes du malaise sont relativement bien identifiées, en réalité, on pêche toujours un peu par défaut, par manque d'ambition, parce qu'on ne consacre pas suffisamment de moyens à la justice et à l'accès au droit. Et encore une fois, c'est une exigence démocratique, pas de confiance dans la justice. Il n'y a pas un accès fort à la justice. Alors, étant entendu que la justice, ce n'est pas nécessairement l'accès systématiquement au prétoire. Il y a aussi d'autres formes aujourd'hui d'action, d'intervention. Je pense bien sûr à la médiation qui peuvent intervenir et qui doivent intervenir, qui d'ailleurs n'excluent pas, loin s'en faut, les avocats de l'ensemble. Mais il ne faut pas non plus qu'on puisse réduire l'accès au droit comme étant simplement l'accès au prétoire. Voilà ce que je voulais dire, sans doute un peu rapidement. J'avais prévu de développer un petit peu tout ça, mais les contraintes de ce matin inopinées font que je resterai malheureusement à ce survol, je le crains. Nous vous remercions infiniment de vous être libéré malgré vos contraintes. J'imagine que vous devez nous quitter maintenant, si tel est le cas. J'ai 3 ou 4 minutes, voilà. Allez, 3 minutes, le temps que le sablier s'écoule et d'aller me faire cuire un œuf. Un œuf à la coque, naturellement, en 3 minutes. Si vous l'acceptez, on va peut-être entendre Monsieur William, le temps que vous êtes là, pour pouvoir peut-être interagir un peu aussi par rapport à ce que vous vous êtes dit. Monsieur William. Bonjour, oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir même en visioconférence et je salue la présence des collègues parlementaires. Écoutez, bon, pour moi, il est 3h30 du matin en Martinique et quand on parle de justice sur le territoire national, je vous dirais ceci, c'est qu'il y a effectivement des difficultés en matière d'accès à la justice sur notre territoire national. Alors, imaginez les difficultés qu'il y a pour nos territoires ultramarins. Il y a encore beaucoup plus de distorsions que sur le territoire national. Je sais que des efforts ont été faits et seront faits en principe par rapport à la loi de programmation de la justice, vis-à-vis notamment de l'aide juridictionnelle. Néanmoins, il faut quand même dénoter un certain nombre de choses. Il y a des travaux qui ont été faits notamment par le confrère Yami Patrick Lingibé en la matière. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer dessus. Quand moi je vois la cherté de la vie
dans nos territoires et le niveau de nos UV dans nos territoires, il y a une difficulté, il y a un véritable problème. Quand je vois que, si je prends l'exemple de notre insularité, je prends le cas de la Guadeloupe notamment, imaginez-vous un avocat à Marie-Galante qui doit se déplacer pour un justiciable sur Pointe-à-Pitre, il doit prendre le bateau, hein, tout simplement. Et le fait de prendre le bateau, de consulter son dossier, de voir son client, eh bien, il a tout de suite une difficulté financière qui s'impose à lui. L'avocat réunionnais qui doit se déplacer également, ben, il a également une difficulté. Tout ça pour vous dire que la cherté de la vie dans nos territoires, le fait que nous avons des particularités géographiques, eh bien, tout ça fait un cocktail détonnant. Le collègue parlait d'œuf à la coque, mais je vous dirais que c'est un œuf à la coque avec beaucoup de piment parce que nous ne pouvons pas faire face. Je dis nous parce que je suis avocat, effectivement, mais ça démontre vraiment un gros problème d'accès au droit. Nous avons aussi des difficultés d'ordre numérique. Hein, il faut savoir que certains de nos territoires ne sont pas pourvus ou sont même dépourvus de systèmes numériques qui leur permettent d'avoir accès à la justice. Donc oui, je partage votre constat sur ces difficultés. Les parlementaires, quels qu'ils soient, et vous avez bien dit qu'il s'agissait d'un problème transpartisan, il faut que nous puissions avoir des solutions pérennes et adaptées à nos territoires, et je prends l'adaptation importante pour les territoires dits d'outre-mer. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment, et désolé si vous voyez des petits yeux via votre écran, mais encore une fois, il est très tôt chez nous. Alors, vous avez l'air de vous rejoindre effectivement sur les questions de budget et les questions de maillage territorial en termes d'accès aux droits. Ce sont des questions qui vont être revues tout à l'heure lors de la table ronde numéro 3. Est-ce que, en dehors de la question du maillage territorial et des questions budgétaires, de moyens, vous voyez d'autres choses qui pourraient permettre d'améliorer l'accès aux droits? Madame Tanzili, vous avez évoqué... Est-ce que je peux... excusez-moi. Allez-y, monsieur William. Je peux compléter par la formation. J'ai entendu parler de formation des magistrats et des personnels greffiers. C'est quelque chose que j'ai relevé, que j'ai indiqué notamment à monsieur le ministre de la Justice. Vous savez, quand un magistrat arrive dans nos contrées, il ne connaît pas nos territoires. Il ne connaît pas nos territoires, il ne connaît pas nos langues créoles. Et malheureusement, certains d'entre eux se retrouvent dans des bunkers dorés, on va dire ça, donc habitent dans des quartiers qui ne favorisent pas la mixité, on va dire ça, culturelle et historique, ce qui fait qu'il y a une difficulté d'appréhension de nos territoires. Et comment un magistrat peut-il juger? Certes, il va juger en droit, il juge en fait, mais il juge aussi au regard d'un contexte. Et ne connaissant pas le contexte, cela pose difficulté. Je sais qu'il y a eu une volonté dans certains territoires ultramarins, notamment à La Réunion, pour faire en sorte d'aller faire une formation accélérée, historique, culturelle et socio-économique de nos territoires. Mais je pense que c'est important aussi pour rendre une justice qui soit à la mesure du territoire et évidemment qui soit correcte en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ça aussi, c'est un point qui est important pour nous parce que on a très souvent et malheureusement le cas de magistrats qui ne sont pas formés, qui ne sont pas en connaissance de nos territoires et qui partent très tôt, hein, qui font 2 ans, 3 ans maximum, et qui en fait rendent la justice comme s'ils devaient rendre la justice comme partout ailleurs. Non, ils doivent adapter leurs décisions également au regard d'un contexte. Je vous remercie. Donc, maillage territorial, budget, formation, mais également connaissance du territoire. Madame Tanzili, vous voulez peut-être rebondir sur toutes ces thématiques?
Écoutez, moi, ce que j'entends à l'issue de l'intervention de mes deux collègues, c'est que, comme vous le disiez, incontestablement, on partage le constat. On partage le constat sur le fait que l'enjeu budgétaire est majeur, et donc, in fine, la question de la revalorisation de l'aide juridictionnelle est finalement inclus dans cette problématique budgétaire, et les difficultés auxquelles on est confronté, qui sont extrêmement multiples et qui sont sur tous les champs, font qu'on a du mal à porter tous les combats en même temps. Sur la question du maillage territorial, alors moi je connais bien évidemment bien moins que mon collègue William la situation en Outre-mer. Je crois qu'il y a un effort qui est fait pour accompagner le développement des maisons de justice et du droit, des conseils départementaux d'accès au droit sur le territoire, puisqu'aujourd'hui on a l'équivalent de plus de 2000 points justice, et qu'on a là aussi des budgets qui sont en hausse pour accompagner ce développement-là. Je crois aussi qu'il y a un enjeu sur, si vous voulez, la question du numérique. Ce que disait mon collègue tout à l'heure sur les poches de non-couverture en réseau numérique, c'est un enjeu majeur, parce que finalement, ça permet à nos concitoyens, à nos concitoyennes d'avoir un premier accès très basique au droit, et ça leur permet également d'aller chercher les professionnels du droit que vous êtes, de prendre contact avec vous, etc. Donc, je pense que ça fait partie des outils aussi qu'il convient de développer. Il y a une application justice.fr qui a été développée par le ministère et qui a été mise en ligne au mois de janvier. Ça fait partie, à mon avis, des outils qu'il faut qu'on renforce, parce que l'accès au droit, c'est aussi c'est l'accès à la justice en action, mais c'est aussi l'accès au savoir juridique basique, aux démarches qui sont possibles, aux outils de médiation qui sont ouverts. Et puis, c'est aussi la prise de contact avec vous, avec les professionnels du droit. Et je pense que cet outil-là, c'est un outil qu'il faut absolument qu'on renforce. Alors, par rapport ce que vous me dites appelle de ma part une observation par rapport aux moyens de répandre l'accès au droit. C'est-à-dire qu'effectivement, on assiste à la mise en place de points justice, de MJD, de CDAD, etc. Mais ceux qui dispensent l'accès au droit, c'est les avocats. Et en fait, toute la question n'est pas de trouver une maison dans laquelle il va y avoir quelqu'un qui peut-être pourra faire le relais avec on ne sait qui. C'est pas ça, à nos yeux, l'accès au droit. L'accès au droit, à nos yeux, c'est les liens possibles entre un justiciable et un avocat, et pas quelqu'un d'autre. Donc, dans les MJD, les avocats interviennent. Alors, quand je dis les avocats, ça peut aussi être des notaires, des huissiers, enfin, les professionnels de la justice. Mais il ne faut pas, et vous le savez, mais je le redis pour que ce soit très clair, il ne faut pas se satisfaire uniquement de l'ouverture de points justice qui ne règle pas la question du lien entre le justiciable et l'avocat. Donc, malgré ces efforts de maillage, je dirais, pour ouvrir peut-être des fenêtres, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un derrière, et ça reste une préoccupation majeure qui aujourd'hui n'est pas réglée, ou du moins pas complètement, en tout cas économiquement, par l'ouverture de ces points. Par rapport à l'outre-mer, Monsieur William, le CNB et la conférence des bâtonniers, puisqu'on a présenté un rapport identique au CNB devant les assemblées générales du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers sur l'outre-mer, on est effectivement face à une vraie difficulté. C'est-à-dire que au-delà d'une question économique générale de la sous-dotation, je dirais, des territoires d'outre-mer qui posent un certain nombre de difficultés, notamment par rapport à la cherté de la vie, par rapport à tout un tas de choses. En ce qui concerne l'accès au droit, il y a des endroits sur le territoire français où les justiciables n'ont tout simplement pas accès à un avocat.
Par exemple, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, ces 2 territoires, pour ne prendre que ces 2-là, mais ils sont quand même suffisamment emblématiques, il n'y a aucun accès à un avocat. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des conseillers défenseurs qui sont au moins titulaires d'une maîtrise en droit. À Wallis et Futuna, ce sont des citoyens défenseurs dont je ne remets en aucun cas en cause les qualités, mais qui n'ont pas cette formation juridique. C'est un fait. La Nouvelle-Calédonie est sous-dotée en matière de déplacement, n'a pas accès, le barreau de Nouvelle-Calédonie n'a pas accès aux conventions locales, n'a pas accès à l'AJ garantie, ce qui fait que les avocats de Nouvelle-Calédonie sont moins bien lotis que les avocats de tous les autres barreaux de France. Et c'est une vraie difficulté, c'est une des demandes de ce rapport. Et pour le reste, en termes de frais de déplacement, et effectivement, ça concerne les Antilles, hein, monsieur le député, mais pas que, ça concerne les Antilles, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Nous avons également demandé que le système de prise en charge des frais de déplacement qui existe en Polynésie, tout simplement, eh bien, soit étendu en Nouvelle-Calédonie pour aller à Wallis et Futuna, parce que curieusement, la disposition qui régit le déplacement en Nouvelle-Calédonie ne permet pas d'aller à Wallis et Futuna. Donc, je pense qu'on finit par se demander si ce n'est pas une erreur de texte, mais on ne peut pas y aller. Bon, c'est quand même quelque chose de surprenant. Et en tout cas, puisse permettre d'aller dans les juridictions qui sont sur des îles plus ou moins éloignées des Antilles, et également permettre d'aller à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, puisque ça a beau ne pas être une île, la distance est telle qu'on ne peut pas considérer qu'il puisse y être accédé sans un secours particulier. Donc, ce rapport, il a été donc présenté sur ces 2 assemblées et il a une vue, je dirais, très basique, très minimaliste, exprès. Et pourquoi nous avons choisi cet angle minimaliste? Nous l'avons choisi pour que ça passe, entre guillemets. Et je m'adresse à vous, les parlementaires, pour que ça passe. C'est-à-dire que l'idée de ce rapport, c'est tout simplement mettre les citoyens de France tous sur un terrain d'égalité par rapport à un accès à un avocat. Il n'est pas question de revendiquer quoi que ce soit, même s'il y aurait plein de revendications à faire, hein, la question n'est pas celle-là, mais c'est simplement de mettre tout le monde sur un plan d'égalité pour que quelque part, vous ne puissiez pas, et c'est en tout cas notre vœu, et c'était l'angle choisi dans ce rapport, vous ne puissiez pas ne pas y satisfaire, puisque en tant que parlementaire, vous devez garantir l'égalité de tous les citoyens, quels qu'ils soient sur le territoire, et notamment par rapport à l'accès aux droits et par rapport à l'accès à un avocat. Et en ce qui concerne les déplacements de la même manière, cet alignement sur le moins 10 ans, puisqu'en fait c'est ça, hein, c'est un alignement sur le moins 10 ans, mais il ne faut pas croire que c'est une renonciation à une quelconque revendication, c'est simplement un angle de vue qui nous permettra, je l'espère, qui vous permettra, je l'espère, de satisfaire à ces demandes pour que justement toutes les personnes citoyens puissent avoir le même accès sur l'ensemble du territoire, quand bien même cet accès ne soit pas satisfaisant. Donc, ce rapport a été présenté. Nous allons ce soir le présenter encore. Je vous le dis, il est à votre disposition, on pourra vous le transmettre pour que dans les décisions que vous allez prendre en termes budgétaires, vous puissiez effectivement régler ces questions. Écoutez, on ne peut que être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que bien évidemment, qu'on souhaite que tous nos concitoyens puissent avoir un accès égal et nécessaire au droit et donc, in fine, à un avocat. Après, les difficultés auxquelles on est confronté, c'est d'avoir laissé finalement la justice dans son ensemble, je dirais finalement prendre une pente de déliquescence durant nombreuses décennies, de ne pas avoir pris conscience de l'explosion des contentieux, etc., de l'obstruction des tribunaux, et donc à aucun moment de s'être interrogé sur la façon dont on pouvait, de façon structurelle, transformer notre système judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle je veux réinsister sur le sujet de la médiation. La médiation, c'est un outil qui va nous permettre
de traiter des conflits plus rapidement et donc de façon moins onéreuse. Et à un moment, les marges de manœuvre qu'on va être en capacité de se dégager, je crois qu'il va falloir effectivement qu'on les affecte là où ça sera indispensable. Et effectivement, ce que vous dites, moi j'y souscris pleinement, je crois qu'il est effectivement indispensable qu'à un moment, on s'assure que tous nos concitoyens puissent avoir accès à un avocat de façon égale et de façon libre, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur situation financière. Mais je crois que voilà, il faut qu'on avance par étapes. Il y a eu un désintérêt total durant de nombreuses années sur cette problématique. Et aujourd'hui, on est finalement confronté à la nécessité de mener de front de nombreux combats. J'espère, je suis assez convaincue qu'on est en train de vivre certainement une forme de révolution aussi dans l'administration judiciaire et dans notre fonctionnement. Et que cette transformation, elle va nous permettre justement de dégager des marges de manœuvre. Après, je suis très humble sur la question des Outre-mer que je ne connais pas très bien. Donc, je suis consciente qu'elle présente des spécificités incontestables. Et je constate que mon collègue parlementaire, William, levait la main et souhaitait certainement apporter des éléments par rapport à ça. Monsieur William, vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez. Oui, merci. J'en profite vraiment. Merci parce que après je devrais retourner dans les bras de Morphée si possible. Il y a la question de l'article 700 que j'aimerais aborder parce que quand on parle d'aide juridictionnelle et d'accès au droit, finalement, moi j'ai cette impression que lorsqu'il y a une décision judiciaire où un article 700 est abordé, le niveau de cet article 700 est parfois en deçà de ce qu'un avocat pourrait avoir au titre de l'aide juridictionnelle. Il y a ça, il y a également, en matière pénale également, article 475.1, là aussi, nous avons parfois des montants qui sont au niveau des aides juridictionnelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le travail d'un avocat est évalué comme ça, à savoir est sous-évalué par les magistrats au regard de ces articles 700, 475.1 et autres. Et en fait, le justiciable, lui, il a ce regard-là, et il voit cela. Et il se dit, tiens, un article 700 à 500 €, alors que mon avocat à l'aide juridictionnelle, il va percevoir un petit peu plus. Ceux qui payent un avocat, bien, ils vont voir un article 700 dans le même ordre d'idées financier. Et donc, ça va dévaloriser le travail des avocats. Et donc, ça va vraiment avoir une connotation exécrable, désastreuse du travail de l'avocat et de la réalité de ce qu'il fait au titre de l'aide juridictionnelle. Parce que pour moi, l'aide juridictionnelle, c'est une indemnisation de l'avocat, indemnisation partielle de l'avocat qui, en fait, travaille quasiment à perte par rapport au niveau d'aide juridictionnelle. Ça, c'est une vision globale qui ne concerne pas seulement les Outre-mer, qui concerne, à mon avis, l'ensemble de la profession. Nous devrions avoir une discussion, des travaux avec justement la magistrature en ce sens, parce que les niveaux des articles 700 et autres dévalorisent notre travail et donc dévalorisent aussi la notion même de la valeur de l'aide juridictionnelle concernant notre travail. Et une dernière chose qui concerne les Outre-mer par contre, effectivement, il y a des disparités même entre les Outre-mer. Je vois des justibus. La collègue a parlé de CDAD, de CDAD. Effectivement, il y en a, mais les moyens qui sont alloués au CDAD ne sont pas équivalents par territoire. Et si je prends le cas de ma Martinique, nous avons un justibus. En Guadeloupe, il y en a beaucoup plus. Et je pense que justement, l'accès au droit, c'est aussi
faire en sorte que le droit aille chez les gens, chez les justiciables, directement. Et il faut le faire. Il faut le faire. Et dernière chose, oui, les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est bien, mais dites-vous que chez nous, en tout cas, la parole d'un avocat, elle est forte. Et quand on va passer par les modes alternatifs de règlement des conflits, très souvent, les choses sont déjà plus graves que ça. Il faudra passer par la phase juridictionnelle. Et l'impression que nous avons, c'est que ces mardes, comme on dit, ne sont là que pour désengorger un peu nos tribunaux et en fait vont les réengorger par la suite dans le cadre contentieux. En tout cas, merci encore une fois pour ce que vous faites et je partage l'avis de tout le monde. Il faut beaucoup plus de moyens et cette concorde que je vois avec mes collègues, mes collègues des autres groupes, j'espère que nous l'aurons lorsque nous bataillerons dans la prochaine loi de finances. Merci. Alors, monsieur le député, je voudrais juste faire une observation par rapport à ce que vous dites sur l'article 700 et l'article 37, hein, parce que c'est l'article 37 également sur la loi sur l'aide juridictionnelle qui est concernée. Ces questions-là, en fait, traduisent une méconnaissance du travail de chacun entre la magistrature et les avocats. Et c'est vrai que quand on plaide, on se retrouve des fois face à des personnes qui ont un peu de mal à faire une différence entre bénéfices et chiffre d'affaires. C'est quand même un vrai souci, ou qui n'ont aucune notion de ce qu'est la charge effectivement d'un cabinet d'avocats. Et le mécanisme de l'article 37, qui est l'équivalent aide juridictionnelle de l'article 700, il faut qu'on l'avoue, hein, est un mécanisme qui est très peu utilisé par les confrères, qui n'est pas connu de la magistrature et qui est presque piétiné, je dirais, par le Conseil d'État. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, effectivement, on a des indemnités qui sont assez faibles et qui correspondent possiblement au montant d'aide juridictionnelle. Concernant l'article 37, je dévoile un petit peu, mais c'est le sujet, donc j'en parle tout de suite. En 2020, nous avons obtenu, suite à des discussions avec la chancellerie, que le montant de l'indemnité minimale qui puisse être accordée à un avocat soit égal à 1,5 fois le montant de l'aide juridictionnelle. Et pourquoi 1,5 fois? Il y avait un raisonnement derrière ça. Il y a un raisonnement derrière ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'une fois, ça n'avait pas d'intérêt puisque les confrères n'allaient pas se casser la tête à recouvrer alors qu'il suffisait qu'ils demandent leur indemnité d'aide juridictionnelle. Donc ça, c'était inopérant. Et si on montait trop haut, et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi de demander 2 fois, parce qu'on s'est dit que si on montait trop haut, eh bien, dans un certain nombre de cas, les magistrats répugneraient à faire usage de la demande, enfin à faire droit à la demande au titre de l'article 37 parce que ça aurait été trop cher en termes de plafond, de plancher minimal. Et donc, c'est pour ça qu'on a suggéré et obtenu d'ailleurs que ce soit 1,5 fois, étant précisé que de toute manière, comme en matière d'article 700, il n'y a aucune limite maximale et que les magistrats peuvent très bien donner des indemnités très conséquentes s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, en tout cas, c'est un dispositif qui est mal connu. Et ce qui est très désespérant, c'est cet arrêt du Conseil d'État. Et j'avoue que cet après-midi, on avait invité à la table ronde des membres du Conseil d'État, mais qui ne viennent pas. Donc, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire que de venir avec nous, ce que je trouve très regrettable. Mais on a quand même un arrêt du Conseil d'État qui dit que ce montant minimal au titre de l'article 37 s'entend en fait en valeur absolue. Et donc, le confrère, quand il obtient ce montant-là, eh bien, doit déduire la TVA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'esprit du Conseil d'État, l'ajout de la TVA. Ce qui fait que parfois, on a quand même le sentiment, mais on en parlera cet après-midi, que dès qu'on obtient quelque chose par la porte, eh bien, en fait, on le fait sortir par la fenêtre. Et j'avoue que c'est usant, en tout cas, c'est relativement usant. Mais donc, ces questions-là, effectivement, c'est une vraie difficulté. Par rapport à la médiation, madame, oui, la médiation peut être un outil de désengorgement des tribunaux. Je ne partage pas complètement l'avis de M. William, c'est-à-dire que certains confrères, effectivement, craignent que ça aboutisse à une justice au rabais et qu'on se prive, en fait,
de l'intervention d'un juge et que je pense que c'est un dévoiement de la médiation et il faut par principe ne pas l'envisager comme ça. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que effectivement la médiation est une méthode pour faire des économies de juges, des économies de greffe, de quand c'est possible de régler des litiges de manière extérieure à l'institution judiciaire, ce qui est une économie générale pour le budget de l'État. En revanche, à la date d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la médiation pure, c'est-à-dire la médiation totalement extérieure à l'institution judiciaire, n'est pas indemnisée par l'aide juridictionnelle. Il y a 0 mission pour qu'un avocat puisse accompagner un client en médiation. Donc, cette question-là, si vous voulez promouvoir la médiation, si dans les réflexions que vous avez au niveau du Parlement, vous voulez promouvoir la médiation, vous devrez nécessairement d'abord avoir des indemnités qui soient attractive quand la médiation est ordonnée par un juge. Et quand je dis attractive, il faut aboutir à 1 fois et demie ou 2 fois le montant de l'indemnité classique pour qu'effectivement les confrères prennent la peine de s'engager dans la médiation et ne se contentent pas simplement, quand je dis ne se contentent pas, ne choisissent pas de rédiger des conclusions et de les soumettre au juge qui, pour eux, sera plus pratique. Donc, il faut une réelle incitation pour sortir ces dossiers-là des tribunaux. Et il faut de la même manière que la médiation pure qui doit pouvoir également exister, puisqu'en fait, c'est celle-là que vous visez pour désengorger les tribunaux, parce qu'une médiation ordonnée par un juge, c'est toujours un juge de saisie. Donc, c'est quand même du temps de juge mobilisé, je dirais. Et la médiation pure, actuellement, elle n'est pas indemnisée, et c'est ça qu'il faut que vous ayez comme but et comme finalité, c'est trouver un budget qui permette effectivement d'inciter les confrères et les justiciables à aller vers la médiation plutôt que de saisir un magistrat. Mais pour ça, vous devez, à cet endroit précis-là, mettre des moyens. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez peut-être reprendre la parole pour terminer l'un et l'autre? Madame Tandili d'abord peut-être. Alors, écoutez, le constat que je fais de cet échange que nous avons pu avoir, c'est que incontestablement, la nécessité de la revalorisation de l'aide juridictionnelle dans son ensemble et de la place de l'avocat, finalement, la reconnaissance de la place de l'avocat dans le fonctionnement de notre justice, c'est un élément essentiel du bon fonctionnement et de l'accès au droit pour nos concitoyens et pour nos concitoyennes. Et donc, il y a une nécessité budgétaire à laquelle il faut qu'on réponde, avec, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, des enjeux qui sont multiples sur le plan budgétaire. Et donc, in fine, on est en train de mener plusieurs combats de front avec la nécessité voilà, de faire porter nos efforts budgétaires sur l'AJ, mais pas seulement. Et aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Moi, j'entends tout ce que vous me dites et notamment, je retiens avec beaucoup d'attention la question de l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle des avocats dans de la médiation pure parce que je suis effectivement profondément convaincue qu'on doit aller vers un système qui incite au maximum à la médiation. Je ne suis pas certaine que ce soit, entre guillemets, reculer pour mieux sauter, puisque ce qu'on constate quand même dans un certain nombre de pays qui développent ce type de pratique, c'est qu'on a de bons résultats et on a des litiges qui, en moyenne, dans 7 cas sur 10, sont réglés uniquement par la médiation. Donc, je crois que c'est vraiment un outil qui va nous permettre de faire évoluer notre fonctionnement et de faire évoluer aussi la manière dont on affecte les moyens budgétaires dont on dispose. Et donc, dans la durée, qui va permettre, je l'espère, de revaloriser la fonction et l'activité des avocats qui sont des maillons fondamentaux, essentiels de l'accès au droit sur notre territoire.
Moi, je suis également quand même profondément convaincue que voilà, ce dont on se parlait tout à l'heure sur le maillage territorial, c'est également essentiel, que les outils numériques sont également essentiels parce que ça permet d'avoir le tout premier contact, le tout premier accès à portée de clic, entre guillemets, et que donc voilà, tous ces vecteurs-là doivent être développés de front. C'est l'ambition de la chancellerie. C'est l'ambition qui sera portée dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation de la justice, dont l'examen commence très, très prochainement au Sénat et qui sera examiné à la fin du mois de juin à l'Assemblée nationale. Monsieur William, quelques mots pour terminer? Merci, merci encore pour cette invitation. Ce que j'ai à dire, c'est qu'en tant que parlementaire, et bien évidemment, nous serons vigilants et productifs par rapport à cette loi de programmation pour la justice. Le fait que nous ayons cette double casquette en tant qu'avocat et parlementaire fait que nous avons aussi les mains dans le cambouis, donc nous sommes évidemment aux côtés de la profession et nous ferons tout pour faire en sorte que l'accès au droit et à la justice ne soit pas que des mots, mais soit une réalité. Et si j'ai une petite chose supplémentaire à dire, il faut aussi parler la place des personnes en situation de handicap également est un sujet très, très important dans l'accès au droit, dans l'accès à la justice et justement les difficultés qu'il y a vis-à-vis de l'aide juridictionnelle et de ces personnes-là aussi, ce sont des sujets à aborder. En tout cas, merci encore et j'attends avec impatience que cette loi de programmation de la justice arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et je relirai tous les travaux qui ont été faits par vous et la conférence des bâtonniers. Et encore une fois, moi, je m'appuie beaucoup sur ce qui a été fait, et notamment par des confrères ultramarins qui font du très bon travail. Merci encore à vous. Alors, a priori, il y a une question dans le chat. Alexandra, est-ce que tu peux nous en faire part? Oui, à l'attention des parlementaires. Une question. J'aimerais souligner que l'accès au droit signifie aussi que cet accès doit être rendu possible pour les personnes en situation de handicap. Et voilà. Et c'est pour ça, merci monsieur le député de nous accorder encore quelques minutes avant de rejoindre Morphée. Et notamment, les personnes malentendantes sont massivement exclues des cabinets d'avocats et des tribunaux, car souvent les professionnels ne savent pas comment s'y prendre, notamment sur la question des interprètes en langue des signes, etc. Et je pense qu'effectivement, ça doit être aussi également une préoccupation qui doit être prise en compte par les parlementaires dans le cadre de cette nouvelle orientation de l'accès au droit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet, s'il vous plaît? Nous avons un temps contraint, mais je vous propose 2 petites minutes chacun pour répondre à cette question. Alors, je vais me permettre d'étendre la question parce que, effectivement, la question de l'interprétariat en matière d'aide juridictionnelle est un souci, quelle que soit la langue, que ce soit d'ailleurs la langue des signes ou une langue étrangère que les avocats ne pratiquent pas. Donc, actuellement, il peut y avoir des interprètes au titre de l'aide juridictionnelle au moment de l'audience, mais lorsqu'on est en rendez-vous avec nos clients, nous n'avons aucun système d'interprétariat pris en charge et on est dans le règne de la débrouille à l'heure d'aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis ravie que mon collègue ait soulevé ce sujet. Je crois que quand on parle de société inclusive, on doit irrémédiablement se poser la question de l'accès à l'intégralité des services publics et en particulier de l'accès à la justice et au droit pour les personnes en situation de handicap. Alors, je ne vous cache pas que je ne maîtrise pas totalement les modalités d'indemnisation des interprètes. Mais parce que quand on est parlementaire, on est souvent
confrontés à des sollicitations en particulier de personnes qui sont avec des problématiques de titre de séjour et donc des problématiques d'interprétariat finalement, hein, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'accès au droit pour les personnes en situation de handicap, mais en tout cas sur la question de l'interprétariat, oui, effectivement, moi ce que je constate, c'est que il y a de moins en moins d'interprètes en plus qui sont référencés au sein des juridictions. Et donc, c'est une question qu'il faut qu'on se pose et qu'on peut se poser. Je vous propose en tout cas de la poser au sein du groupe d'études handicap et inclusion dont moi je fais partie à l'Assemblée nationale pour voilà, interroger sur des solutions qui pourraient être développées en essayant de faire avec nos contraintes budgétaires, mais en tout cas en prenant bien en considération cette problématique qui est essentielle. Et puis, sur la question de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, outre la question de la langue des signes, je crois que tout à l'heure, j'insistais sur la question du numérique. Je pense en particulier pour les personnes qui sont en situation de mobilité réduite. Le renforcement des outils numériques, c'est aussi à leur attention, on va dire, la possibilité qui leur est offerte dans un premier niveau d'accès, d'avoir un accès qui soit facilité. Parce que, on le sait, la question de la mobilité des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Nos territoires ne sont pas forcément extrêmement adaptés. Et donc, je crois que sur la question en particulier de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, le développement des outils numériques, c'est un élément qui est essentiel. Monsieur William, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur la question? Oui, si on m'entend toujours, parce que je vois que mon image est figée. Oui, on vous entend. D'accord. Très brièvement, effectivement, c'est une question qu'il faut mesurer. Les cabinets d'avocats, pour la plupart, sont un peu désemparés par rapport aux justiciables en situation de handicap, et certains de nos tribunaux ne sont pas adaptés pour l'accès des personnes, des personnes en situation de handicap, des personnes malentendantes notamment. Et il y a une autre difficulté, c'est le nombre de personnels pouvant interagir en langue des signes. Notamment, j'ai eu cette difficulté-là, donc c'est très compliqué. Donc effectivement, il faut travailler sur cette question parce que ce sont des justiciables comme les autres. Merci à tous les trois de nous avoir apporté votre regard, votre point de vue. On s'aperçoit au travers de ces discussions qu'il reste encore beaucoup de travail. On sait que vous y contribuerez également à votre niveau et nous y contribuerons également de notre côté. Nous allons du coup passer sans transition à la table ronde numéro 1 et j'invite les personnes membres de cette table ronde à nous rejoindre.